Donc je vais essayer de vous parler du socle de connaissances pour l'ingénieur STIC de demain. Et je vais essayer de vous parler de ça. Donc la première chose, pour vous situer un peu mon point de vue qui va être évidemment, très biaisé, et puis deux, sans doute peut-être incohérent par moment, parce que je ne suis absolument pas un spécialiste du sujet. Je vais vous dire un peu d'où je viens. Donc j'ai fait cette école, c'était il y a un certain temps. Et la première année, j'ai fait plein de trucs qui n'étaient absolument pas du tout liés à ce que faisait l'école. La deuxième année, j'ai découvert l'informatique en faisant un stage au CNED de Lannion. Et puis j'ai estimé que ça suffisait pour cette école et je suis parti faire ma troisième année au Technion de Haïfa. Donc avec des statistiques personnelles, à partir d'un sample très petit et pas très récent, voilà mes conclusions là-dessus, c'est que les élèves de télécom, et j'espère que maintenant ils travaillent plus que dans le temps, mais ils devraient travailler plus que ça. En particulier, ils travaillent moins que les élèves d'institutions équivalentes dans d'autres pays. Moi, j'ai pour ma part 2 ans ici, ça suffit. Et puis, la valeur d'un bon stage, c'était un stage d'1 mois, donc ce n'était pas un stage long, hein. La valeur d'un bon stage, c'est beaucoup. Et puis, évidemment, il faut voyager. Alors, toujours pour donner un peu mon biais personnel, je suis chercheur à l'INRIA Saclay, ce qui n'est pas une institution qui enseigne a priori, même si beaucoup de chercheurs INRIA enseignent. Je suis enseignant dans un cours, je donne un cours qui est commun à Ulm et Cachan, et je donne des cours de master à Paris 11. Alors par contre, et ça je pense que c'est normal dans la vie d'un chercheur, j'ai eu pas mal d'expériences d'enseignement, soit à temps partiel à Polytechnique, soit pendant 2 ans de sabbatique, longue sabbatique à Stanford, et puis dans des vies antérieures comme assistant d'enseignement aux États-Unis ou en Israël. Puis j'ai enseigné dans pas mal d'autres endroits. J'ai aussi une expérience industrielle, et donc ça, je pense que ça biaisera certainement mon point de vue sur ce que doit être l'enseignement de l'informatique. De la même façon que le point de vue de François ce matin a été extrêmement biaisé et en grande partie partagé par moi. Ces biais étaient en grande partie partagés par moi. Donc, voilà, mon expérience, j'ai de l'expérience d'enseignement, mais je n'ai pas été, comme beaucoup de personnes ici, un enseignant à plein temps pendant plein d'années. Alors, donc la question portait sur les sticks. Et la première chose, c'est que je ne vais pas utiliser le mot stick parce que je ne l'aime pas. Moi, j'aime bien le mot informatique. Donc, si on prend l'étymologie, est quelque chose qui est beaucoup mieux que computer science utilisé aux États-Unis, et englobe, de mon point de vue, une grande partie des choses qui nous intéressent ici, c'est-à-dire l'informatique au sens restrictif, computer science comme on le voit parfois en France, mais aussi une partie des communications, de tout ce qui est télécom, automatique, signal processing, robotique. Alors le problème de cette discipline, c'est que ça n'a pas de frontières précises, et c'est un petit peu délicat. En particulier en France, on n'a pas de mots pour parler de ça, et une discipline qui n'a pas un mot. Alors quelqu'un me disait, je crois que c'est Gérard qui disait à midi, le mot informatique dans le public, c'est un rayon du supermarché, et c'est vrai que c'est un problème. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'a pas de frontières précises, et puis comme ça a été très bien expliqué ce matin par Janet, ça a énormément d'impact sur les autres sciences, et je ne vais pas les lister toutes là, ça a été très bien couvert ce matin. Alors, maintenant, on rentre un peu dans le sujet. Informatique, donc au sens large, je ne vais pas répéter à chaque fois informatique au sens large et pas au sens supermarché. L'informatique au sens large, c'est pour moi une branche des mathématiques. Donc, c'est, en schématisant un peu, c'est tout ce qui traite de parler de monde artificiel et de modèles, éventuellement de la réalité ou éventuellement de modèles de monde artificiel. Alors, quand on regarde d'un point de vue enseignement, la France a un très fort potentiel dans cette direction-là, essentiellement parce que la France a un très fort potentiel en mathématiques. Les étudiants qui viennent ici sont souvent des étudiants qui viennent des classes préparatoires, donc ils ont un très bon background en maths. Alors on ne s'en rend pas forcément compte quand on est ici, puisqu'ils y l'ont tous, mais quand on va à l'étranger, on s'aperçoit que justement
en comparant à des endroits équivalents, des universités américaines où j'ai pu aller par exemple, les étudiants moyens qui arrivent ici ont une formation en mathématiques qui est considérablement plus solide en moyenne que les étudiants des meilleures écoles américaines. Donc il faut utiliser cet avantage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire utiliser cet avantage? Ça veut dire qu'il va falloir privilégier des approches plutôt formelles plutôt que des approches de style hacker. Il s'agit de faire des choses proprement. Ça veut dire aussi qu'il faut complémenter cette solide formation en mathématiques par des domaines des mathématiques qui ne sont pas couverts traditionnellement par l'éducation au sens large, lycée, classe préparatoire. Et ça veut dire aussi qu'il faut leur enseigner encore plus d'informatique théorique parce que d'abord, ils sont bien formés pour faire ça et puis parce que ça donne un avantage sur d'autres formations. Alors, s'il n'y avait qu'une phrase, je me suis aperçu après que je parle de beaucoup de choses dans cet exposé, mais s'il y a une phrase qui, à mon avis, est importante et qui a déjà été pas mal soulignée déjà ce matin, c'est que l'informatique demande la même rigueur que les mathématiques. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux étudiants. En particulier quand on veut passer à l'échelle, en particulier quand on veut faire du parallélisme et des choses comme ça qui sont plus compliquées qu'écrire un petit programme d'une centaine de lignes ou d'un millier de lignes. Ça, je répète un peu la même chose. Si vous voulez faire un gros système en pair à pair, donc là je prends mon biais particulier, ce sur quoi je travaille, à cause de la taille du système, à cause du parallélisme, les approches de type hacker, un type tout seul dans son coin, même le plus brillant possible, ça passe pas à l'échelle. Et puis, alors, si on passe sur des space shuttles ou des robots, c'est clairement pas plus possible. Donc, encore une fois, l'informatique demande la même rigueur que les maths si on veut arriver à faire les choses proprement. Alors, c'est aussi une science appliquée et les étudiants, typiquement, qui arrivent ici, en tout cas, c'est mon expérience, ils ont plutôt un handicap sur le côté vraiment, disons, cœur du métier au sens écrire des algorithmes, débugger des algorithmes, les faire marcher. Alors, parce que, je reviendrai là-dessus, ils ont très très peu d'informatique avant d'arriver en grande école et ils ont très peu d'expérience de programmation. Alors, comme ils sont bons, ils peuvent apprendre rapidement, mais il faut les entraîner, donc il faut leur donner des gros projets pour les faire programmer, et puis pas des projets où on travaille tout seul dans son coin, donc là je retrouve complètement des choses qui ont été dites ce matin, des projets sérieux qui demandent à des groupes de personnes de se coordonner, qui demandent de spécifier avant de commencer à écrire du code, donc des choses qui sont plus longues qu'un exercice disons, de 3-4 jours. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? En gros, c'est comment concevoir et implémenter une vraie application à partir d'outils existants aussi. À partir d'outils existants, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on est dans la vraie vie. On ne redéveloppe pas tout à zéro. On prend des librairies et la question, c'est comment on utilise ces librairies, comment on va chercher ces librairies, comment on les trouve, comment on les interface, comment on les organise. Donc, tous les côtés architecturaux retombent là-dedans. Donc c'est à la fois des maths et des sciences appliquées. Il faut privilégier les cours qui combinent, quand c'est possible, les aspects plus théoriques aux aspects pratiques. Donc dans l'idéal, il faudrait que tous les cours le fassent ça. C'est-à-dire qu'ils vous présentent des concepts, qu'ils vous présentent une théorie, qu'ils vous présentent une formalisation et qu'en même temps, ils vous la fassent expérimenter tout de suite. Alors typiquement, enfin, en tout cas dans ce que je connais, même dans ce que j'ai enseigné dans le temps, c'est pas le cas. Hein. On enseignait dans le temps un cours de base de données. J'ai vu des endroits enseigner dans le temps un cours de base de données, ma spécialité, dans lequel on n'enseignait que la théorie des bases de données. Alors c'était vachement joli, il y avait du calcul des prédicats du premier ordre, des règles de réécriture, tout ça, c'est super sympa et c'est très beau. Mais je pense que c'est important que les étudiants voient tout de suite après comment c'est mis en place dans un système comme Oracle ou dans MySQL. Donc, toujours, la leçon, c'est il s'agit de voir des beaux modèles mathématiques et à quoi ils peuvent servir pour résoudre des vrais problèmes. Alors là, c'est un peu du marketing. Hein. Il y a beaucoup d'importance sociétale de notre domaine et il faut le faire savoir. Et puis, il faut en tenir compte. Hein. C'est-à-dire qu'on a aussi une certaine responsabilité et
dans un domaine qui change la société aussi rapidement et qui change lui-même aussi rapidement, il faut encourager tout ce qui est créativité et innovation, même si ce n'est pas toujours facile. Et puis, il faut encourager les étudiants à aller vers les trucs innovants comme des startups, les engager dans les trucs genre Junior Enterprise, des trucs comme ça. Les encourager à aller voir ailleurs, je reviendrai là-dessus. Et puis, un sujet sur lequel je reviendrai aussi, c'est pas l'informatique, comme on l'a déjà dit pas mal, ça a des impacts partout, donc il faut encourager tout ce qui est fertilisation avec les domaines voisins. Et puis la dernière phrase, donc, c'est il faut les convaincre qu'ils ne sont pas tous obligés d'aller faire analystes financiers ou directeurs de grandes sociétés. Alors, on revient un peu maintenant sur les étudiants. Si j'ai en discuté un peu avec des collègues qui sont ici, la diversité a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager, en particulier faire venir des étudiants, les meilleurs étudiants de partout dans le monde. La chose sur laquelle on n'a pas, qu'il faut accepter, c'est que les étudiants sont très hétérogènes. Il y en a qui connaissent plein de trucs d'abord, qui sont des vrais hackers. Ce n'est pas forcément un avantage, parce qu'ils ont aussi pris des défauts. Donc pour cela, il faut plutôt corriger leurs défauts. Et puis il y en a qui n'ont jamais rien appris, donc c'est pas mal, au moins ils n'ont pas de mauvaises habitudes, mais il faut quand même leur apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dedans Alors oui, il y a aussi des motivations. Là, je vais revenir plus en détail là-dessus. C'est dans une école d'ingénieurs, et en général peut-être un peu moins à télécom qu'ailleurs, on ne trouve pas forcément que des gens qui veulent tous faire la même chose, et donc il faut tenir compte de ça et éventuellement proposer des profils d'enseignement différents entre la personne qui veut faire de l'informatique du cœur, de gens qui veulent utiliser l'informatique dans d'autres disciplines. Pardon. Alors, où vont ces étudiants Alors, il y en a qui vont faire de la recherche du recherche et développement en informatique, alors soit dans des labs, soit à l'université, soit dans l'industrie. Bon, ça c'est une opinion personnelle, il faudrait vraiment encourager qu'il y en ait plus. Moi, je trouve qu'on a des gens très bons, il faut essayer d'en garder la plus grosse partie pour faire des projets et des outils et des systèmes qui changent la vie, plutôt qu'ils fassent du management et des finances, mais ça c'est un point de vue personnel. Pour ceux qui ne veulent pas faire de la R&D en informatique, il faut arriver à les convaincre que l'informatique c'est important et que c'est quelque chose qui vivront au jour le jour. Moi j'ai par exemple mon fils qui s'est mis à faire de la physique, mais quand je discute avec lui, il fait de plus en plus d'informatique. Il n'a pas voulu faire informatique pour ne pas faire comme moi, mais finalement, les métiers ne sont pas si différents que ça. Donc il faut leur montrer qu'il y a une compréhension de l'informatique fondamentale dont ils ont besoin et que ça n'a rien à voir, et c'est un truc qui a déjà été dit sur lequel il faut absolument revenir. Bon, ça commence il y a 15 ans, c'était vraiment un problème. Là, les gens commencent à comprendre quand même que faire de l'informatique, c'est pas utiliser MATLAB ou Word. Donc ce combat commence à être gagné, mais il faut continuer quand même jusqu'à ce que ça s'enlève complètement des esprits. Et la difficulté, évidemment, là, c'est que les gens n'ont pas tous les mêmes besoins et qu'il faut garder plusieurs profils. Alors, il y a une question qui est intéressante pour les étudiants, c'est pourquoi les étudiants choisissent de faire de l'informatique ou pas. Et malheureusement pour moi, pourquoi il n'y en a pas assez qui choisissent de faire de l'informatique? Alors, la question, c'est pourquoi ils le choisissent. Typiquement, c'est parce qu'ils regardent les trucs autour d'eux qui ont l'air sexy, comme le web, les jeux vidéo, les effets spéciaux dans les films, les robots, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est les branches. Il y en a qui ont un esprit malheureusement pas assez, qui ont un esprit entrepreneurial, qui veulent faire des startups. La question, c'est quand ils arrivent dans une école, ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc, et là, c'est normal, on ne va pas les mettre tout de suite à programmer des jeux vidéo, encore que. Mes gosses ont suivi un stage ça s'appelait programmation, programmation même pas 101 parce qu'ils étaient tout petits, aux États-Unis. La première chose qu'ils leur ont fait programmer en Visual Basic, c'était un jeu. Et là, tous les gosses, ils étaient tous excités, ils font un jeu. Donc, bon, il faut arriver à comprendre comment faire un peu la part des choses entre
les choses un peu fondamentales qu'on veut leur enseigner, et puis quels sont leurs rêves et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Alors il y en a d'autres qui ont des rêves totalement différents dans lesquels l'informatique n'a apparemment pas une place, comme de travailler sur le génome humain ou de résoudre le problème de qu'est-ce que c'est que la mort, résoudre tous les problèmes écologiques, etc. Il y en a qui ont ces rêves-là, heureusement. Eh ben, faut les aider et leur faire comprendre que s'ils comprennent bien l'informatique, ils auront un avantage sur d'autres. Alors, en fait, il y a aussi la majorité des élèves, à mon avis, qui n'a absolument aucune idée, qui arrivaient là par hasard parce qu'ils étaient bons en maths. Ben, ceux-là, il faut les aider à trouver ce qu'ils ont envie de faire. Alors, le contenu, alors là, je vais être un peu plus vague, mais je vais commencer par le contenu pour les gens qui ne veulent pas être informaticiens. Et là, je pense qu'on a tendance à vouloir leur apprendre trop des recettes de cuisine et des tas d'outils qu'ils apprennent parce qu'ils sont bons et qu'ils comprennent les règles du jeu. Mais en fait, ils apprennent des trucs et ils n'ont pas vraiment compris ce qu'ils font. À peu près n'importe qui est capable de comprendre comment fonctionne Java et de vous écrire un programme en Java. Ils savent faire ce genre de choses. Mais si vous essayez de gratter un peu, ils n'ont pas vraiment compris que tout ça, c'était pas magique, il n'y avait pas de mystère, première chose. Ça reste mystérieux pour eux. Quand leur laptop tombe en panne, ils disent « Ah, bah, c'est tombé en panne », et puis ils regardent ça, ils n'essaient même pas de comprendre. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de notions, peut-être de concepts fondamentaux et de base qu'il faut essayer de leur inculquer. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de vous dire lesquels. J'ai pris un exemple hyper trivial qui est quand les gens regardent le web. Quand ils regardent le web et qu'ils voient une page sur l'écran, ils n'ont pas tous compris que ça correspondait à un fichier. D'abord, ils ne savent pas forcément, ils n'ont pas tous compris ce que c'était qu'un fichier. Ils sont peut-être capables de servir de leur système de fichiers pour compiler un programme Java et obtenir des résultats, mais ils ne savent pas bien ce que c'est qu'un fichier. Si vous leur demandez ce fichier, il est où, ils ne savent pas très bien vous le dire. Qu'il y a un code, en l'occurrence HTML, que cette page, peut-être elle va rester dans un cache. Vous leur posez la question, un cache. Et puis, quand vous allez passer sur les trucs un peu plus sophistiqués, comme c'est indexé par Google ou par Exalid, là, ils flippent complètement parce qu'ils savent à peu près ce que c'est qu'un index à la bibliothèque, mais ils n'ont pas compris que c'était la même chose qui était gérée par Google ou Exalid. Alors, tout ça, c'était computer science, donc l'informatique restrictive. Maintenant, l'informatique générale. Donc, je vous ai dit, on n'a pas de frontières et il y a plein de trucs dedans. Donc, il y a tellement de trucs dedans, c'est tellement développé, disons, ces 30 dernières années, que c'est quelque chose qu'on ne peut plus imaginer dans un cursus aussi court que celui qui est donné ici. C'est même probablement quelque chose qu'on ne peut pas envisager dans un cursus classique d'une université américaine en 5 ans, en comptant le master en 5-6 ans. Donc la question, c'est qu'il faut choisir qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette grande discipline. Donc il y a une espèce de cœur qui étaient les disciplines que j'avais listées en informatique, à mon avis, en computer science. Il y a une espèce de cœur, mais après, il faut essayer de prendre disons, des visions un peu plus générales qui l'étendent et sans vouloir couvrir forcément toutes les tendances de l'informatique au sens large. Alors là, en me basant, encore une fois, ça c'est un choix d'école, c'est un choix que vous avez dû déjà faire, je pense, mais en me basant sur ce que je connais de l'école et ses traditions, il y a deux choses qui viennent évidemment à l'esprit dans le monde actuel. C'est tout ce qui est autour du web et de l'Internet, la gestion de données, d'informations, de communication, de distribution, et tout ce qui tourne autour des médias, les jeux vidéo, la vidéo en général, la musique, etc. Alors, il me reste encore un peu de temps, donc je vais partir sur des grands principes. Encore une fois, vous les partagez pas, et c'est avec relativement pas mal de modestie, parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette discipline. Donc, moi, je pense qu'il faut les faire travailler plus. Je ne sais pas comment vous partagez ça, mais quand je vois mes étudiants en thèse, donc c'est le niveau juste après, mais c'est les mêmes, les étudiants étrangers bossent plus que les étudiants français. Donc, il faut les faire travailler plus. Il faut les rendre plus indépendants.
Donc là, c'est quelque chose que moi j'ai appris quand je suis arrivé en Israël pour faire ma dernière année d'école. Je ne parlais pas l'hébreu. Je ne parle toujours pas d'ailleurs. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprendre plein de trucs parce qu'on me filait des bouquins et on peut très bien lire dans un bouquin et faire des exercices et faire des projets, etc. Donc il y a une question d'indépendance. Il faut apprendre que de toute façon, quand ils sortiront de l'école, ils ne connaîtront pas tout et qu'ils vont probablement tomber dans un job où il y aura plein de technologies qui leur manquent. Et donc il faut qu'ils soient capables d'aller la chercher. Donc moi, ça ne me gênerait pas qu'on leur donne des projets sur des matières qu'ils n'ont pas enseignées à l'école, qu'ils n'ont pas appris à l'école, mais qui leur demandent de prendre un bouquin et de lire, ou de prendre un ou deux bouquins et de les lire en une semaine. Alors ça, c'est un truc, ça s'améliore beaucoup, mais les étudiants venant des grandes écoles avaient dans le passé beaucoup de problèmes à présenter, à vendre ce qu'ils avaient fait, surtout si on les compare à des étudiants alors qu'ils sont peut-être des fois un peu plus mûrs, question âge, d'autres pays. Mais ça, c'est un truc qu'il faudrait leur apprendre plus, quoi, présenter ce qu'ils ont fait. Donc je ne vous demande pas de leur apprendre à utiliser PowerPoint, point de vue technologique, mais d'être capable de faire une présentation orale qui tienne debout. Et puis leur apprendre à être plus créatif. Alors là, évidemment, c'est une phrase, c'est facile à dire, je n'ai absolument aucune idée comment on fait ça. Mais c'est vous les enseignants. Alors maintenant, ça c'était général, hein, ça ne s'appliquait pas particulièrement à l'informatique. Pour l'informatique, il y a un truc qui est, à mon avis, fondamental. C'est que jusque-là, les étudiants, quand ils vous arrivent, c'est des machines à résoudre des problèmes. On leur a appris depuis qu'ils sont petits à résoudre des problèmes de maths et ils sont extrêmement bons à ça. Ils sont extrêmement bons pour trouver, sans comprendre un bout du problème, mais pour trouver le petit truc dans la définition qui fait que ça va leur donner la solution. Dans la réalité, personne n'a mis ce petit truc dans l'énoncé. D'accord ? Donc c'est pas pareil. Et donc il faut qu'ils apprennent à analyser et à modéliser leurs problèmes. À comprendre le problème, à le poser, à chercher des solutions. En particulier sur des problèmes qui ne sont pas spécifiés de façon suffisante. Alors ça c'est pareil. Hein. Quand ils arrivent, ils savent faire un problème qui a été posé par un prof de maths ou un prof de physique qui connaît parfaitement et qui va leur donner exactement ce dont ils ont besoin pour résoudre ce problème particulier, avec exactement ce dont ils ont besoin et tout ce dont ils ont besoin. Dans la réalité, encore une fois, c'est pas ça. Donc il faut leur apprendre à travailler sur des problèmes pas suffisamment spécifiés parce que c'est ça qu'on trouve dans la vraie vie. Bon, j'insisterai jamais assez, c'est la seule phrase que je voudrais que vous reteniez de cet exposé, c'est leur apprendre à utiliser en informatique la même rigueur qu'ils utilisent en mathématiques. À la limite, j'aurais presque tendance à dire être encore plus rigoureux. Parce que dans une preuve mathématique, si vous avez laissé un petit coin trivial au hasard, un peu dans le flou, un peu vague, voire même faux, si l'ensemble de la preuve est correct, la personne qui va vous lire est un être humain, elle va faire la correction. Si vous avez laissé un bug dans un programme, le système, malheureusement, il va vous planter. Donc c'est même plus que ce que je dis là. Il ne faut pas appliquer la rigueur mathématique, il faut aller encore plus loin dans le formalisme et dans la précision. Alors dernière chose, et ça a déjà été beaucoup dit, donc, mais ça ne coûte rien de le rajouter, c'est qu'il faut leur apprendre à travailler en groupe et sur des projets un petit peu gros qui demandent de la coordination, qui s'organisent éventuellement même avec du management, qui s'organisent avec des API très précises pour que les modules puissent dialoguer ensemble et qui comprennent assez vite, éventuellement par l'erreur, que s'ils n'ont pas fait cet effort-là, ça plantera. Donc là, tout à fait en synchrone avec ce qui était dit avant. Une autre idée, alors là qui est aussi, plus on va dans l'exposé, plus c'est flou, c'est l'idée d'enlever la ségrégation. Alors en particulier entre les écoles d'ingénieurs et les universités. C'est pas parce que je suis en partie dans une université maintenant, mais il devrait y avoir plus de flux, de flow, alors ça se fait au niveau des chercheurs, ça devrait se faire plus au niveau des étudiants. En particulier, il faut les encourager quand ils ont des goûts, des intérêts particuliers, à aller suivre des cours, notamment des cours de master dans les facs, parce que dans l'école, malgré la taille de l'école, vous ne pouvez pas offrir toutes les nuances de ce qui peut intéresser vos étudiants. Alors là, c'est un peu un dada, c'est je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas plus de PhD. Dans le reste du monde, les gens font des PhD parce que on a compris que
Bac plus 5, ça ne suffisait pas franchement pour faire un bon technicien. Alors ça suffit peut-être pour faire un bon manager, je ne sais pas, mais pour faire un bon technicien, c'est pas en informatique, si on veut un technicien haut de gamme, hein, les architectes dont parle François, si on veut les super gourous qui vont vous programmer le truc que personne ne comprend, si on veut le super gourou qui va tomber sur un projet qui est en train de se casser la gueule pour tout sauver, il faut qu'il ait plein de connaissances. Bon, donc là, une idée ancienne qui commence à être battue en brèche, qui est déjà battue en brèche maintenant, c'est que faire un doctorat, c'est pas forcément pour devenir un professeur, mais ça peut être pour aller dans l'industrie. C'est que ça vous apprend plein de choses et qu'encore une fois, comme on parle de plus en plus de mondialisation, de gens qui se baladent de pays en pays, qu'on a des tas d'entreprises étrangères qui s'installent en France, les entreprises étrangères qui s'installent en France ont du mal à comprendre notre système. Ils comprennent tout à fait le mot PhD. Alors, un autre dada, c'est qu'il faut qu'il soit complètement bilingue. Et puis, il faut qu'il voyage. Et alors là, oui, c'est bien mon dernier point. Le dernier point, et c'est peut-être le plus important, je pense que le grand problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les gens arrivent très tard sans absolument rien comprendre dans l'informatique. Donc là, c'est complètement l'exposé de Janet. Alors déjà, il faut qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on doit enseigner et comment on doit l'enseigner. Il y a déjà des gens comme Gérard qui travaillent là-dessus et qui ont réfléchi déjà au problème. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut implémenter. Et ça fait trop longtemps qu'on entend en France, on va enseigner l'informatique au lycée, et alors, on fait quoi? Donc je pense qu'à tous les niveaux, il faut insister sur les politiques, sur les ministères, et c'est le rôle de l'école aussi d'insister pour dire non, c'est pas sérieux. Dans les autres pays, les gens qui arrivent à Bac plus 2, ils connaissent beaucoup plus de choses en informatique que les nôtres, et c'est pas normal, d'accord? C'est le rôle des industriels, hein, François, d'aller dire à leur ministre que ça déconne en France, que nos étudiants devraient être formés beaucoup plus tôt à ces techniques-là. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop dit de bêtises, et c'est tout ce que je voulais dire.